Il y avait 2 millions de raisons pour que je n'y arrive pas. Parce qu'un pas, c'est inconcevable pour un paraplégique. Et j'en ai fait 2 millions. Donc j'avais 2 millions de raisons de ne pas y arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 5 km le matin que je faisais, en fait, c'était de l'ordre d'environ 7000 contractions abdominales, 7000 contractions lombaires et 7000 fois me soulever pour faire 5 km. Et en fait, le problème que j'ai eu, c'est au niveau intestinal. Je devais me lever à 5 heures parce qu'en fait, en étant paraplégique, je n'ai pas la sensibilité et j'ai une paralysie intestinale. Et donc, je devais utiliser des produits qui me provoquaient les selles, en fait. Et je passais 1h30 tous les matins pour être sûr de vraiment être vidé. Et en fait, 7000 contractions abdominales le matin faisaient que j'avais chaque fois des accidents avant. Et parfois, ça m'arrivait au bout de 500 mètres d'avoir un accident. Et quand on me parle de sportif de haut niveau, j'étais un sportif de haut niveau. Mais j'étais dans une autre dimension parce qu'en plus, je devais gérer l'handicap. Et l'handicap, pour moi, c'était l'incontinence. Et il faut savoir que quand j'arrêtais de marcher, à midi, je devais me laver parce que j'étais sali, quoi. Et déjà, j'avais à gérer cette pression mentale du fait de cette incontinence. Et puis, quand je rentrais à midi d'avoir fait 5 km, je devais me laver, me changer, me laver le linge. Et puis, seulement je mangeais. Et puis, je me mettais à dormir pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, l'après-midi, je me disais, bon, comme j'avais eu un accident le matin, pour l'après-midi, j'allais être tranquille. Et en fait, l'après-midi, c'était pareil, quoi. Le soir, c'était pareil, il fallait que je me relave et relaver mon linge. Et en fait, je veux dire, j'ai perdu, dans une journée, je perdais beaucoup de temps à devoir contrôler cette incontinence, quoi, et toutes les conséquences de l'incontinence. Voilà. Ce sont des choses qu'on ne réalise pas, qu'on n'imagine pas en tout cas quand on vous voit ou quand on assiste, comme par exemple dans la marche des escaliers de Beau-Soleil, ce sont des choses qu'on n'imagine pas. On voit l'effort, on voit le visage, on voit l'intensité de la concentration et de l'effort physique, mais on n'imagine pas ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là. L'humiliation. L'humiliation. Ouais, c'est l'humiliation. C'est quelque chose d'affreux, quoi, parce que c'est l'humiliation de l'événement, et en plus après je réfléchissais tout le temps, en fait, quand ça m'arrivait que je devais remonter dans le camping-car et que je devais me laver et que j'allais devoir laver le linge, que j'allais devoir c'était une perte d'énergie dans tous les jours, qu'en fait, le matin, autant le matin, autant l'après-midi, quoi. Et donc au bout de la journée, j'étais dans le coma, en fait. Le vélo à bras, en fait, c'est l'appareil qui m'a servi à apprendre à faire le vide. Parce que sur le vélo à bras, en fait, je faisais des séances de 50 minutes. Entre 60 et 70 tours minutes. Ça veut dire toutes les secondes tournées. En fait, il m'imposait un rythme. Et donc, et en plus, il y avait une résistance. Il me plaçait des résistances. L'appareil, il fait de 1 à 12 et je travaillais régulièrement à 8. À la résistance 8, et c'était un truc de folie, quoi. Et je veux dire, il y avait des moments où si je me mettais à réfléchir, je partais, je tenais pas la cadence, je tenais pas, et en fait j'ai dû apprendre à faire le vide total et à n'être plus que mes bras sur cet appareil-là. Et en fait, durant la traversée, c'est ce qui m'a aidé à me dire, je suis mes jambes. À chaque fois que je faisais un pas, pour trouver cet état pour créer cet état d'hypnose, en fait, chaque fois que je déposais mes jambes devant moi, en fait, je me disais, je suis mes jambes, je suis mes jambes, je suis mes jambes. Et je me répétais ça pendant 500, 600, 700 mètres, et au bout d'une certaine distance, j'étais plus que mes jambes. Et c'est ça qui m'a aidé à ne pas vivre ce que je m'imposais. Parce que physiquement, je n'ai pas
Je n'ai pas... ça n'a pas été une répétition d'efforts intenses, alors que ça l'était. Mais en fait, depuis que je suis rentré, je ne me suis pas arrêté, je me suis fixé chaque fois des objectifs et, qui ont été contrariés parce que les gens ont placé mon geste au niveau d'un acte sportif, comme n'importe quel sportif de l'extrême, sauf que je suis paraplégique et que mon combat, il n'est pas sportif, il n'est pas de vouloir dire voilà, regardez ce que je fais. En fait, j'ai envie que les gens ils écoutent ce que j'ai à leur dire, quoi. C'est que, en fait, on est humainement, on ne peut pas accepter, on ne devrait pas banaliser la paraplégie, la tétraplégie, et il faut pouvoir dénoncer. Et mon acte a été juste de dénoncer cette banalisation, comme si on pouvait s'adapter en étant en fauteuil à une vie normale. Je me demande dans quelle mesure les blessures ou tout ce qu'engendre une section de la moelle épinière n'est pas un élément perturbateur dans cette société, quoi, puisqu'on fait faire du sport, on fait faire quelqu'un qui est paraplégique peut conduire une voiture, quelqu'un qui est tétraplégique peut conduire une voiture. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est dérangeant, sauf pour la personne qui est concernée, mais pour les décideurs. Ils sont là, ils vivent leur vie, ils ont une vie, ils vivent comme tout le monde, mais ce n'est pas une réalité, quoi, parce que la section de la moelle épinière engendre des blessures physiques, morales, et l'incontinence est quelque chose dont, par pudeur, je crois que les gens qui sont concernés ne parlent pas. Vous avez plusieurs modèles. Vous avez le Hackals, le triangle et Joe. C'est un vrai travail d'équipe là. Hein. Vous êtes combien à faire? On est 11 aujourd'hui. 11 de Lyon qui sommes venus. De Lyon? Oui, de Lyon. On a rencontré Joe le 14 décembre l'année dernière et depuis on est accro. Vous êtes tombé dans Joe. Et on est tombé dans Joe et on est totalement Alors accro. attendez, ça représente... Alors ça c'est une taille L. Ouais. Et après on a un M et un L. Le problème de la sexualité, le problème de pouvoir engendrer la vie. Parce qu'une section de la moelle épinière, dans bien des cas, bloque la reproduction, que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme, quoi. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est, je crois, dans une tranche de vie où on est là pour perpétuer la vie. Je crois que c'est un problème. Pour moi, ça ne l'est plus parce que bon, je vais avoir 52 ans et ma vie a pris un autre sens. Mais je crois que durant ma vingtaine et trentaine d'années, ça a été un gros souci, quoi. Parce que je crois que, avant tout, notre passage sur Terre, on est là pour perpétuer la race humaine. Et même de ça, on est privé. On ne peut pas donner la vie. Et ça a été pour moi quelque chose de terriblement traumatisant. Et je n'ose même pas imaginer ce que ça peut être pour quelqu'un, une femme, qui se retrouve en situation de paraplégie, tétraplégie, parce que je pense que dans la vie de femme, la séduction est encore plus importante que pour un homme. Le fait de plaire pour une femme est plus important. Et je pense qu'il y a de nombreuses femmes qui sont en situation de paraplégie, tétraplégie, et qui doivent avoir une souffrance qui doit être encore différente de celle d'un homme. Et je fais un constat, je me dis, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie? Bon, j'ai voyagé, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais qu'est-ce que je vais laisser dans cette vie puisque je ne suis pas capable de me reproduire? Je n'ai pas, du fait de mon handicap, je n'ai pas pu avoir d'enfant. Donc qu'est-ce que je vais laisser?
Quel aura été le sens de mon passage dans cette vie? Et arrivé à 50 ans, je me suis dit, je vais faire ça, puisque j'en rêve depuis longtemps. Et en fait, la seule raison que j'ai d'exister, c'est mon combat. Et nous, aujourd'hui, il faut qu'on pense aux générations futures. Et ma démarche, c'est ça, en fait. C'est pas pour moi, parce que pour moi, je veux dire, au bout de 30 ans de paraplégie, je veux dire, au niveau des tissus musculaires, au niveau tendineux, au niveau osseux, c'est un peu Tchernobyl, quoi. C'est foutu, quoi. Pour moi, c'est foutu. Mais pour le gamin qui, là, à l'instant, est occupé à marcher et qui, peut-être dans 1 heure, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, va se retrouver peut-être confronté à une section de la moelle épinière, qu'il ait une chance de pouvoir continuer à vivre dans la dignité, quoi. Votre périple a ému, touché et rassemblé des centaines de Français autour de vous sur votre passage. La presse vous a consacré de nombreux reportages et articles. On a parlé de vous en France et à l'étranger. Les gens vous aiment. Vous êtes encouragé. Pourquoi les scientifiques, eux, ne prennent-ils pas contact avec vous, d'après vous? Si je pouvais savoir, si je pouvais le savoir, je sais pas, je sais vraiment pas. Je veux dire, là, je continue de mettre en place des événements comme la montée de la Tour Eiffel, mais c'est parce que c'est un de ces jours, ils vont devoir venir. Ils vont devoir expliquer quels sont l'état des recherches, pourquoi ça n'avance pas plus, quoi. Et donc la Tour Eiffel, qui est quand même un monument qui est connu mondialement et qui est en même temps le symbole de l'inaccessibilité pour quelqu'un qui est en fauteuil, ça veut dire les marches. Souvent, quand on représente l'handicapé, face au manque d'accessibilité, on le met devant une volée d'escalier. Là, la volée d'escalier, avec mon niveau d'handicap, je le dis bien et je le répète bien, parce que quelqu'un qui est touché, ne fût-ce qu'une ou 2 vertèbres plus haut, déjà ne peut plus se mettre debout ou se déplacer comme je le fais. C'est mon niveau de lésion qui permet de faire la façon dont je déambule en me mettant debout, quoi. Mais je vais m'attaquer à ce symbole. Et là, j'espère qu'ils seront là, quoi. À force de créer des événements, à force de répéter les mêmes slogans, parce que je me répète depuis que je suis parti du Havre, mon slogan, bon, il s'est étoffé, mais le discours, il est toujours le même, quoi. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une recherche sérieuse, que la paraplégie ou la tétraplégie ne soit pas banalisée, qu'on n'est pas fait pour vivre assis, qu'on n'est pas fait, que vivre comme ça, ce n'est pas une vie comme tout le monde. C'est une vie qui nous place qui place la personne concernée dans une autre dimension, quoi. Je veux dire, au niveau des contraintes, au niveau du temps que prend chaque geste, quoi. Et j'espère qu'avec la Tour Eiffel, comme c'est un monument qui a une symbolique et qui est reconnu dans le monde entier, j'espère que mon message va se propager, quoi. Et qu'on puisse se réunir, quoi. Se réunir et créer un pôle de recherche, mais où vraiment tout va être mis pour qu'une section de la moelle épinière ne signifie plus une vie gâchée. J'ai l'impression d'être seul. J'ai l'impression que si je devais m'arrêter maintenant, en fait, il n'y a aucun message qui ne serait passé, quoi. Le virage scientifique actuellement, peut-être dans notre pays, c'est d'utiliser plus des biomatériaux, d'utiliser plus des techniques pour aider le paraplégique, le handicapé, avec un apport de matériaux et de prothèses. On aimerait bien peut-être pouvoir voir un développement important des autres techniques géniques ou cellulaires qui ont l'air d'être extrêmement prometteuses dans d'autres pays, peut-être pas forcément toujours sur l'humain mais sur des animaux, mais avec des résultats assez exceptionnels actuellement. Alors qu'est-ce qui bloque en France?
d'après vous? C'est un blocage administratif et d'éthique médicale qui va sûrement évoluer et qu'il faudrait faire évoluer, je pense, de l'avis de tout le monde, même des chercheurs qui pourraient peut-être se mettre au même niveau que leurs confrères étrangers, qui ont peut-être plus de liberté pour développer ces thérapies cellulaires. J'ai besoin de choses énormes dans la vie. Je peux pas, j'ai jamais pu envisager ma vie comme quelque chose de monotone. J'ai besoin de me fixer des trucs inaccessibles pour avoir une sensation d'exister, pour être brûlé par la passion. J'ai besoin de la passion pour vivre, quoi. Et je ne peux pas m'imaginer une vie monotone. Je ne pourrais pas m'imaginer une vie monotone. Et cette conception de la vie à 200 à l'heure, je pense que j'ai entendu souvent ça dans les différents reportages ou dans les portraits. Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est une colère? C'est en fait, j'aimerais arriver à la même situation que mon grand-père, le jour où ce sera l'heure pour moi, et me dire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je peux partir apaisé. Je veux partir, parce que je pense que mourir dans la colère, ça doit être quelque chose d'atroce, ou dans la rancune, ou dans le dire, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de partir apaisé et de me dire, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai eu une vie pleine. Je veux partir tranquille. Et pour l'instant, est-ce que vous êtes apaisé? Pas encore. Si je prends le temps de faire le vide, je me sens bien. Mais je suis confronté tous les jours à ce manque de compréhension de mon message. Et j'ai beau mettre une évidence devant les gens voient ce qu'ils ont envie de voir ou ce qu'ils ont envie d'entendre. Et mon message, il est toujours le même. On n'est pas fait pour vivre assis. Et on ne peut pas trouver l'épanouissement dans une vie en ayant à se construire sous la souffrance. Pas simplement psychologique, mais physique. Parce que l'handicap, c'est l'incontinence, c'est les douleurs. Parce que ce corps qui est cassé engendre des douleurs, quoi. Et puis les frustrations. J'aimerais faire la traversée des États-Unis, mais c'est une projection sur 2 ans en fait. La traversée, c'est 5200 km. Je ne sais pas comment vont se passer au niveau du climat ou tous les autres éléments, parce que ça va être sur beaucoup plus longtemps. Mais après, j'aimerais me mettre les 2 pieds en éventail et regarder le temps qui passe, quoi. J'aimerais aussi, parce que je vais pas pouvoir physiquement tenir 50 ans comme ça, quoi. Et j'ai pas non plus envie de vivre. Ce qui se passe, c'est que j'ai pas envie non plus de vieillir en fauteuil, en fait. Donc peut-être que quelque part il y a du suicide aussi, quoi. Mais c'est parce que je suis quelqu'un qui dans la vie de tous les jours, je fais tout de par moi-même, en fait. Je demande rien à personne. Et cette liberté, cette autonomie, elle est nécessaire pour moi. Je ne veux dépendre de personne. Et je sais qu'un jour, je vais être confronté avec la vieillesse qui va arriver, ou je ne sais pas, au niveau physique, je vais quand même payer les conséquences de mon acharnement à m'imposer des trucs qui sont au-delà de l'imaginable, quoi. Mais j'ai pas envie de vieillir. J'ai pas envie de vieillir en fauteuil. Il y a là, au-dessus de votre vélo à bras, une photo de la Tour Eiffel. Comme on met un peu une photo d'un rival de boxeur pendant l'entraînement, en quelque sorte. Cette Tour Eiffel, vous allez la mettre KO? Non, je crois que pour chaque chose de la vie, si on se met un mur en face, on ne le gravit jamais. Il faut petit à petit, tous les jours, en remettant une couche, en fait, je crois qu'on arrive à surpasser ce qu'on veut. On a les capacités physiques et mentales pour aller là où on veut, en fait.
Mais si on se met une barrière, si on se met un mur, on n'y arrive jamais. Ce sera alors marche après marche. Marche après marche. Et pour moi, le fait d'être debout, c'est une liberté, c'est une sensation de n'avoir plus aucune contrainte. Le fait d'être assis, c'est hyper fatigant d'être assis, en fait, de rester assis constamment. Et là, le fait d'être debout, pour moi, c'est une sensation de liberté, de légèreté. Juste cette sensation, en fait, d'être en apesanteur. Comment vous le motivez, comment vous gérez le mental, la préparation mentale, au-delà de la préparation physique? Chez Joe, la préparation mentale, c'est pas très compliqué. Joe a énormément de volonté, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Joe, il faut le gérer plus dans la partie mentale, sur le fait qu'il est capable. Parce qu'il y a des fois, il y a des exercices où on va dire une endurance qui est assez difficile, puisque l'intérêt de progresser, c'est de se mettre en difficulté. L'esprit, c'est de lui faire comprendre qu'il est capable de le faire. Vous aviez un gamin de 20 ans un peu casse-cou, un peu rêveur qui vient de se fracasser le corps en moto et qui ne remarchera jamais, qui ne pourra plus jamais faire l'amour à une femme, ni avoir d'enfant, ni même aller aux toilettes. Si vous aviez Joe, jeune, en face de vous, que lui diriez-vous aujourd'hui, en 2013? Qu'il a eu raison de vivre comme il a vécu et que c'est pas à lui de payer les conséquences. Parce qu'il faut arriver à trouver une solution. Je veux dire, par exemple, on m'a demandé d'aller faire de la prévention auprès des jeunes de 16 ans dans un collège ici à Menton. Et j'ai exposé mon parcours, j'ai exposé mes souffrances avec beaucoup de pudeur. Et en fait, quand je suis sorti de là, j'ai eu un sentiment de malaise. Parce que la prévention, c'est quoi? C'est tout interdire ou mettre en garde contre tout. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Alors que l'adolescence, c'est l'insouciance. C'est goûter aux interdits ou essayer de dépasser des limites. Et chercher ses limites quand on est adolescent, on ne peut pas interdire ça, quoi. On ne peut pas revenir en arrière et le jeune qui me nargue en faisant une roue arrière sur sa mobilette, je lui dis « t'as raison, j'espère pour toi que tu n'auras jamais à vivre ce que j'ai vécu parce que c'est l'humiliation au quotidien ». Tout ce que vous venez de voir et d'entendre, c'est mon quotidien. Et pour pouvoir changer les choses, j'ai besoin de vous. Et pour éviter dans l'avenir à ce que des jeunes aient à vivre ce que je vis, j'ai besoin de vous. Maintenant, nous avons l'occasion d'agir pour demain, ensemble. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Sans votre aide, tout ce que j'ai accompli n'aura servi à rien. Associez-vous à ma cause et devenez mon sponsor.